Bon après-midi à tout le monde. Bienvenue pour ce 5e séminaire sur les maladies cérébrovasculaires en français, gratuit. Comme d'habitude, vous obtiendrez un certificat de participation si vous le demandez sur notre adresse mail. Donc, pour ce 5e rendez-vous, nous allons parler de la prévention primaire des AVC, c'est-à-dire ce qu'il faudrait essayer de faire avant même qu'il y ait un AVC ou un AIT. C'est le docteur Sabino D'Agostino qui va nous présenter ce séminaire, qui est un neurologue vasculaire qui travaille à Lecce, en Italie, dans une unité neurovasculaire. Et comme d'habitude, Jonathan va vous présenter les modalités de questions et pour que Sabine puisse vous répondre à la fin du séminaire. Vas-y, Jonathan. Bonjour, soyez les bienvenus à ces 5e rendez-vous des webinaires en ligne sur les pathologies neurovasculaires. Alors, comme d'habitude, nous allons travailler en deux parties. La première partie, le docteur Sabine va présenter l'exposé sur la prévention primaire des AVC. Et la deuxième partie, nous pouvons poser directement nos questions dans la partie chat réservé pour les questions. Et à la fin, nous pouvons également demander la parole pour poser directement la question en ligne et participer et donner nos suggestions et nos orientations par rapport à la prévention primaire des AVC. Alors, bonne session de formation à tous. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sabino D'Agostino et je suis neurologue chez l'hôpital Vito Pazzi de Lecce, en Puglie, en Italie. Aujourd'hui, on peut parler de la prévention primaire de l'AVC ischémique. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap acquis dans l'adulte, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité en France. Le vieillissement de la population laisse présager une augmentation du nombre de patients victimes d'AVC dans les années à venir, même en Afrique. Globalement, une personne sur 4 de plus de 25 ans aura un AVC, ce qui signifie que le risque à vie d'AVC est de 25%. Alors, l'importance de connaître cette pathologie est d'appliquer les mesures de prévention primaire. La prévention primaire peut être une approche clinique et personnalisée visant la prévention des maladies. Elle est axée sur la prévention de la première apparition d'un AVC. Pour faire ça, il faut reconnaître les principaux facteurs de risque cérébrovasculaire. Également, il faut utiliser une approche sur la population à travers des campagnes de sensibilisation et de screening. Et il faut travailler avec les législateurs pour encourager des lois ou des règlements favorisant la prévention primaire des AVC. La survenue d'un AVC est favorisée par des facteurs de risque connus et accessibles à la prévention. On peut diviser les facteurs de risque entre non modifiables et modifiables. Les facteurs de risque non modifiables sont l'âge, avec un risque doublé tous les 10 ans après 55 ans d'âge. Le genre, avec une prévalence plus grande pour le sexe masculin, l'histoire familiale positive pour AVC et la génétique, avec des rares syndromes comme le mélasse, le CADASIL et autres, et un antécédent d'AVC ou d'attaque ischémique transitoire qui sont les groupes les plus à risque de développer un nouveau AVC, pour lesquels il faut prendre des mesures de prévention secondaire. Le centre de la prévention primaire est le contrôle des facteurs de risque modifiables. Il y a 10 facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir pour réduire le risque de survenue. Ces facteurs sont l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, le tabagisme, l'alcool, une alimentation non équilibrée, le manque d'activité physique et les maladies cardiaques structurelles, telles que la fibrillation auriculaire. On peut voir ici un
pied du gouvernement français qui parle de 7 facteurs de risque modifiables. L'hypertension artérielle est de loin le principal facteur de risque traitable d'accident vasculaire cérébral. Une réduction de 2 mm de mercure de la tension systolique a induit une diminution relative de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux de 25%, tandis qu'une réduction de 10 mm de mercure de la tension diastolique a abaissé cette dernière de 50%. Un traitement antihypertenseur est recommandé chez tout patient ayant des valeurs de tension artérielle supérieures à 140-90 mm de mercure. Les valeurs cibles idéales de tension artérielle étaient de 130-80 chez les patients qui ont un haut risque cardiovasculaire ou cérébrovasculaire. Chez les patientes avec des valeurs tensionnelles limitées à profil de risque faible, on commencera par essayer les mesures thérapeutiques non médicamenteuses, régime provençal, activité physique ou réduction du poids. Un abaissement généralisé de la tension artérielle à des valeurs inférieures à 120 mm de mercure ne peut être recommandé. Alors, il peut être associé à certaines complications chez les patientes coronariennes. Le choix de l'antihypertenseur utilisé doit être personnalisé sur chaque patiente. Dans certaines méta-analyses et études, on trouve une tendance à une légère supériorité des anticalciques dans la prévention primaire d'AVC, car ils baissent la tension artérielle à niveau central. En outre, sont plus appropriés à l'initiation sans essai par rapport aux diurétiques ou aux sartanes. Les bêta-bloquantes semblent plutôt inférieures aux autres classes d'antihypertenseurs dans la prévention primaire des AVC. On recommande des traitements combinés, par exemple des diurétiques thiazidiques avec l'inhibiteur de l'ECA ou anticalciques avec l'inhibiteur de l'ECA, en cas d'hypertension persistante. Le diabète sucré est une autre pathologie bien connue et un des principaux risques modifiables facteurs de risque modifiables de AVC. Chez les patients diabétiques de plus de 50 ans, la majorité des décès relèvent d'une maladie coronarienne ou d'événements cérébrovasculaires. Le diabète favorise notamment la microangiopathie cérébrale avec infarctus laculaire. Les données sur la prévention primaire des AVC dans le diabète démontrent un effet positif de la metformine, tandis que les sulfonylures et l'insuline. Dans le cadre du traitement antihypertenseur, on privilégiera les inhibiteurs de l'ECA ou les sartans avec une valeur cible de tension artérielle inférieure à 140 sur 80 mm de mercure. L'utilisation des statines est bien connue pour la prévention secondaire des AVC quand on parle de dyslipidémie, mais n'est que récemment qu'on a eu une évidence plus claire sur leur utilisation dans la prévention primaire. Ils sont recommandés chez les adultes majeurs de 40 ans qui ont au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Ça est très évident dans la méta-analyse de l'US Preventive Service Task Force Recommendation Statement qui montre une réduction de la mortalité pour toute maladie cardiovasculaire et une réduction de la survenue di AVC utilisant statine à haut dosage. Chez les diabétiques, l'utilité des statines dans la prévention primaire est également établie. Selon une méta-analyse de 14 études randomisées chez 18 500 diabétiques, un traitement de statine a réduit le risque d'AVC de 21% pour chaque réduction de 1 mmol/litre du cholestérol LDL.
on peut voir dans cette table les résultats de la US Preventive Service Recommendation Statement qui montre comment on a une réduction de ACV et d'infarcts du myocarde sensibles avec l'utilisation de statines dans cette patiente. Ces patientes. Le tabagisme est très important aussi dans donc quitter de fumer est très important aussi dans la prévention des maladies cardiovasculaires et spécialement de l'AVC. Il existe donc un fort lien de causalité bien établi entre le tabagisme et l'ACV. Le risque d'ACV est alors 2 à 4 fois supérieur tant chez les hommes que chez les femmes. La recherche montre également l'existence d'une relation dose-effet importante, en ce sens que plus le nombre de cigarettes fumées est grand, plus le risque d'AVC est élevé. Les 2/5 des décès dus au AVC avant l'âge de 65 ans sont liés au tabagisme. 4 ou 5 ans après la renonciation au tabac, le risque d'AVC pour un ancien fumeur est pratiquement identique à celui d'une personne n'ayant jamais fumé. Donc il faut terminer avec les cigarettes. Les données montrent aussi qu'un apport élevé et modéré de boissons alcooliques était associé à une probabilité accrue d'AVC, tandis qu'un apport faible n'était pas associé aux AVC. Il est conseillé de ne pas boire plus de 10 verres de boissons alcoolisées par semaine, sans dépasser 2 verres d'alcool sur une journée et en réservant des jours sans consommation d'alcool. Il y a des différences régionales selon la modalité et la typologie de boissons alcooliques la plus consommée. L'impact de l'obésité sur l'AVC est bien reconnu et constitue non seulement un facteur de risque d'AVC chez les populations adultes plus âgées, mais également chez les adultes plus jeunes. La mesure standard de l'obésité est l'indice de masse corporelle, IMC, qui calcule le poids d'un individu en kilogrammes divisé par la taille en mètres carrés. Chez l'adulte, le surpoids est considéré comme un IMC de 25 à 29,9 kg sur mètre carré et l'obésité comme un IMC de 30 kg sur mètre carré. Les 3 quarts du risque accru que l'obésité exerce sur l'incidence des AVC sont dus au diabète sucré, à l'hypertension et au cholestérol élevé. L'obésité abdominale, en particulier, aumenta indépendamment du risque. Une approche holistique mettant l'accent sur une alimentation équilibrée et saine, sur l'exercice physique et les changements de comportement doit être encouragée. En ce qui concerne la nutrition, une faible consommation d'acides gras saturés et trans, de glucides raffinés et de sel, ainsi qu'une augmentation de la consommation de fruits et de légumes, d'aliments riches en antioxydants, semble avoir un effet favorable sur l'incidence des AVC. Une alimentation saine a un impact important sur l'obésité, mais aussi sur les facteurs de risque d'AVC, en agissant sur l'obésité, l'hypercholestérolémie, le diabète et l'hypertension aussi, l'hypertension artérielle aussi. Ici sont les recommandations de la Société américaine de cardiologie pour alimentation et prévention des maladies cardiovasculaires, qui en résume ce qu'on a maintenant dit. On peut voir ces tables. Et pour l'obésité, on peut voir que les individus avec surpoids ou obésité, la perte de poids est recommandée pour améliorer le risque, les facteurs le risque d'avoir un ACV pendant sa vie.
Ici, on peut voir au même que est raisonnable mesurer la circonférence de la vie pour identifier les patients qui ont un majeur risque cardiométabolique. La pratique d'une activité physique joue un rôle très important dans la réduction de plusieurs facteurs de risque d'AVC, notamment l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Une activité physique d'intensité modérée à vigoureuse est recommandée durant un minimum de 2h30 minutes par semaine. Comme on peut voir ici, aussi dans les lignes directrices de la Société américaine de cardiologie, il y a cette chose qu'on a dit. Pour activité modérate, on entend marcher vite-monte, faire du vélo, danser, faire du yoga ou nager. Pour activité vigoureuse, on entend running ou jogging, jouer au tennis, au foot ou nager. La fibrillation auriculaire est la principale cause d'AVC à l'âge avancé, et elle est souvent associée à des infarctus étendus ou à des handicaps sévères à forte mortalité. Un contrôle régulier des pulsations est conseillé pour dépister une éventuelle fibrillation auriculaire chez tous les patients de plus de 65 ans. Et un ECG Holter sera effectué en cas de pouls irrégulier. L'indication à une anticoagulation se réfère désormais au score CHA2-VASc et il faut commencer un médicament anticoagulant dans les patients qui ont un score de CHA2-VASc majeur de 1. On peut voir ici les paramètres de ces scores et on a l'insuffisance cardiaque ou la dysfonction ventriculaire avec 1 point, l'hypertension artérielle 1 point, l'âge majeur de 75 ans 2 points, le diabète 1 point, l'AVC, l'avoir eu un AVC ou un AIT ou autre événement embolique avec 2 points, la pathologie vasculaire comme coronaropathie, infarctus, artériopathie périphérique ou des plaques aortiques, 1 point, un âge entre 65 et 74 ans, 1 point, et les femmes gagnent 1 point. Donc, si tu as eu un AVC ou un AET, mais tu as une fibrillation auriculaire, il y a l'indication à commencer un traitement anticoagulant. En noissant les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, on peut arriver à calculer les risques d'avance cardiovasculaire à 10 ans, utilisant l'évaluation du risque des maladies athérosclérotiques cardiovasculaires, qui reste le fondement de la prévention primaire. L'estimation du risque d'ACVD absolu à 10 ans d'un individu permet d'adapter l'intensité des interventions préventives au risque absolu du patient, afin de maximiser les bénéfices et minimiser les dommages potentiels d'un surtraitement. L'estimation d'un risque ACVD à 10 ans est utilisée pour guider la prise de décision pour de nombreuses interventions préventives, y compris la gestion des lipides et la gestion de la tension artérielle. Elle devra être le point de départ d'une conversation avec les patients sur les stratégies de réduction du risque, la discussion clinicien-patient, et non le seul facteur de décision pour l'initiation d'une pharmacothérapie. On peut voir ici les ACVD Risk Calculator, facilement repérible sur Internet, qui va nous donner un pourcentage de risque d'ACV à 10 ans. Ça peut nous aider dans notre pratique clinique. On peut voir, comme on a dans ce tableau, les risques, les facteurs de risque pour ACV modifiables et non modifiables, comme le genre, l'âge, la race, les niveaux de cholestérol, la tension artérielle systolique. Si tu es en train de prendre des médicaments pour la tension artérielle, des antihypertensifs, des antihypertenseurs, si tu as une
un diabète sucré et si tu fumes ou non. Ces calculateurs, on peut donner des différents profils de risques entre risque faible, risque modéré, risque intermédiaire et haut risque. La prévention primaire comprend aussi l'élaboration de mesures visant à améliorer la santé de la population, comme des politiques qui créent des environnements facilitant les choix sains. À l'échelle de la population, elle se traduit par des campagnes de sensibilisation et par la prise de mesures législatives et réglementaires. Il faut mettre pleinement en œuvre des stratégies nationales d'intervention de santé publique pluridisciplinaires, destinées à promouvoir et favoriser l'adoption d'un mode de vie sain et à réduire les facteurs socio-économiques, éducatifs et environnementaux, y compris la pollution atmosphérique, qui augmentent les risques d'ACV. Il est souhaitable de mettre en place des initiatives de santé publique judicieuses, telles que la construction des pistes cyclables, l'orientation des piétons vers les escaliers, la distribution d'aliments sains dans les lieux publics, l'interdiction de fumer, la réduction de la quantité de sel et de sucre dans les aliments transformés et les boissons gazeuses, ainsi que des campagnes de santé publique visant à sensibiliser la population aux facteurs de risque modifiables. La politique et l'action menée au niveau de la société peuvent avoir un impact sur la capacité d'un individu à s'attaquer aux facteurs de risque modifiables. Mettre en œuvre une législation et des stratégies nationales en faveur d'interventions multisectorielles de santé publique qui s'attaquent aux facteurs de risque prédominants de l'AVC, en encourageant, en éduquant et en faisant campagne pour un mode de vie sain et en réduisant les déterminants environnementaux, socio-économiques et éducatifs. Les gouvernements devraient activement mettre en œuvre et faire appliquer les mesures de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. En particulier, les lois relatives aux espaces non fumeurs et l'accès systématique à des services d'aide au sevrage tabagique. En petit, chaque année, pour la journée mondiale de l'ACV, on organise dans notre hôpital à Lecce une journée de screening gratuite pour les maladies cardiovasculaires. Pendant cette journée, on fait un assessment des risques cardiovasculaires pour chaque patiente qu'on va visiter. Les patientes présentant un risque cardiovasculaire accru ont subi une Doppler carotidienne et ont été adressées à la clinique externe des maladies cardiovasculaires de notre unité de neurologie. ISA for Africa a déjà organisé des journées de dépistage gratuites pour les maladies cérébrovasculaires chez l'hôpital et les paroisses de Mangafula, en district de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'un des pays où l'incidence d'AVC est la plus élevée en Afrique subsaharienne. Voici les résultats obtenus à partir de l'analyse des données. On a dépisté 332 sujets avec un pourcentage 60% masculin et 40% féminin, 60% féminin et 40% masculin, pardon, avec un âge moyen et médian de 54 ans. Ceux-ci sont les facteurs de risque cérébrovasculaire qu'on a rapportés. Particulièrement, on a 115 patientes avec l'hypertension, 35%, 22 patientes avec le diabète, 7%, 5 étaient fumeurs, 24 patientes avaient un diagnostic de dyslipidémie et il y avait 17 sujets cardiopathiques. On peut voir tabler ces données que j'ai dit maintenant. Et ici sont les données de la journée de dépistage. Donc, on a rencontré presque le 40% des patientes qui on a dépisté a été rapporté avec une tension artérielle systolique majeure à 140 mm de mercure,
Un 30% avait une tension artérielle diastolique majeure de 90 mm de mercure, des taux de glycémie majeurs de 126 mg pour décilitre ont été rapportés chez le 15% des sujets. Une circonférence abdominale majeure de 100 cm a été mesurée dans les 36% des patientes. Un IMC majeur de 25 a été rapporté chez les 52% des patientes. Une fibrillation auriculaire a été reportée chez 14 sujets sur tous, donc seulement le 4%. Et une athéromatie carotidienne a été rapportée chez presque de 40 sujets sur 332, donc presque au 40%. Le nombre de sujets à haut risque a été invité, les sujets à haut risque invités à effectuer une visite de référence a été presque du 40% des sujets dépistés. Le 80% des sujets à haut risque a effectué la visite de référence et on a inclus dans la catégorie de haut risque les sujets de plus de 50 plus un facteur de risque vasculaire ou sujets de moins de 50 ans plus deux facteurs de risque ou sujets diabétiques plus un facteur de risque vasculaire. Les données collectées à partir du dépistage en population générale et après du personnel soignant de l'hôpital de Montcol ont été comparées au fin de comprendre l'impact du niveau socio-économique sur la santé et de comprendre l'impact du niveau socio-économique sur le facteur de risque cérébrovasculaire. On a centré l'analyse sur le niveau de tension artérielle et on a trouvé dans la population générale 40 sujets avec un diagnostic établi d'hypertension artérielle. 35 d'eux avaient des valeurs de tension artérielle supérieures à 140 sur 90. Parmi le personnel de l'hôpital, on a trouvé 11 sujets avec un diagnostic d'hypertension, mais seulement 5 avaient des valeurs supérieures à 140-90. Ces données sur la tension artérielle ont montré une différence statistiquement significative entre les deux groupes. Donc, en démontrant qu'il y a un facteur de risque accru dans une population avec un niveau socio-économique plus bas. Le programme de sensibilisation à la prévention de l'hôpital Moncol a reçu le prix de la meilleure campagne dans un pays à revenu faible ou moyen, décerné par l'Organisation mondiale de ACV. Ici, il y a des photographies de notre collègue qui a fait cette campagne de dépistage dans l'hôpital de Moncol. Ici, il y a aucune des patientes qui on a fait le dépistage avec nous de ISA pour Africa. Merci, je vous remercie tous de votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup. Et merci à toi, Sabino. C'était très intéressant, cette revue de tous les facteurs de risque des AVC qui existent. Et c'est bien aussi d'avoir mis en évidence disons que les facteurs de risque que l'on peut rencontrer dans la population africaine sont différents. Et je crois qu'on l'a bien mis en évidence durant les campagnes qu'on a fait à Kinshasa. Des nôtres facteurs de risque. Et donc, il va falloir continuer à étudier cette population pour mieux comprendre, parce qu'évidemment, on ne peut bien traiter que si on comprend bien le problème. Donc, on va pouvoir commencer avec les questions, s'il y en a. Ou s'il n'y en a pas, je ne sais pas. Jonathan, est-ce que tu as des questions? Non, pour le moment,
Pas encore. Alors donc, je vais Ah, approfondir voilà. un petit peu avec ces résultats peut-être que vous avez communiqué, Sabino, de l'étude qu'on a fait au décours de 3 journées de dépistage à- autour de l'hôpital de Montcole à Kinshasa. Parce Oui, que c'est des résultats qui n'ont jamais été publiés, donc c'est une avant-première, un scoop. Et nous avons donc dépisté 300 personnes normales de la population. Certains faisaient partie du personnel de l'hôpital de Montcole, ce qui a permis après de faire une différenciation des en fonction du niveau socio-économique des sujets. Et on a recueilli une bonne adhésion, en particulier 80%, je crois, Sabine, c'est ça, des personnes qui avaient été invitées à venir une deuxième journée pour faire des examens supplémentaires se sont présentés. Il me semble que c'était à peu près ça, oui. Il y avait Et 103 personnes qui ont venu pour la visite de d'accord, il y en a combien qui référence sont sur venus? la deuxième Voilà. journée. Et le 80% de tous les sujets invités à l'effectuer. Donc, une bonne turnout de personnes pour cette visite. Et on a été convaincants. Alors, il y a 2 personnes qui ont levé la main, opposées à 3. OK, ben on peut les faire rentrer alors, Effectivement, Manuela, possono entrare. docteur Élisée, docteur Tarsis et docteur Manuel. 3 questions. Voilà. Ils ont levé la main pour poser la question après. E se per Manuele le deve far entrare per Manuela, cortesia. Sì, chi prima? docteur Élisée Kisioko Katunda. Ok. Oui. Et, bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Si, on t'entend. Oui, merci beaucoup. Merci, professeur. Merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. En fait, pour moi, c'est pas en soi une question, mais aussi une participation, en fait, par rapport à ces sujets intéressants qui devraient normalement préoccuper tout le monde. D'autant plus que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas du tout de structure de prise en charge. Donc, la prévention primaire serait l'axe majeur d'action de tous les participants, de tous ceux qui ont l'information et aussi de l'organisation, principalement de l'East Africa, qui répond aujourd'hui à ces différentes questions. C'est vrai que la gestion des facteurs de risque reste encore un grand problème parce que les facteurs de risque en soi restent encore méconnus dans la communauté. Et la proposition, effectivement, c'est que dans les projets d'action qu'on mène sur la communauté, il y a possibilité qu'on puisse élaborer des protocoles qu'on va disponibiliser dans les différents hôpitaux qui serviront de points focaux de East Africa pour qu'on essaye de voir comment on pouvait sensibiliser tout le monde et faire participer tous les praticiens qui seront impliqués dans la sensibilisation sur le facteur de risque, comme on dit, la prévention primaire. Donc là, je propose au fait à la commission de voir quels sont les protocoles qu'on peut utiliser, qu'on peut disponibiliser à tout le monde. Comme ça, on peut voir dans quel délai on pouvait réévaluer l'action en premier temps et voir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans combien de temps par rapport aux actions que nous allons mener dans la communauté. C'était un peu ça ma petite préoccupation. Merci. Sabino, Merci beaucoup, rispondi o docteur. rispondo io? Quali sono i protocolli, no? È la domanda, praticamente. Sì, poi soprattutto anche dopo quanto tempo vanno rivalutato gli effetti Donc, dei protocolli. il faut attendre, pour moi, les patients que je vois dans mon hôpital, la première fois, on fait un assessment général des facteurs de risque cardiovasculaire. La première fois, je tends à voir les patients après 3 mois de la première visite, après de la première visite.
Et à 3 mois, je vais voir s'il y a des améliorations dans la lipidémie, la tension artérielle et la tension artérielle. Normalement, le Doppler, ça dépend du niveau de sténosis que je trouve dans les patients. Ce que je vais faire est 3 mois, s'il y a une sténosis un peu plus grave, dans un patient qui n'a jamais pris des médicaments pour améliorer sa situation. Donc, 3 mois, et après 6 mois et après une année. C'est normalement le schème que j'utilise. Il n'y a pas de protocole, peut-être qu'il y a des protocoles, mais je ne le connais pas, standardisé international pour le screening des patients. Et c'est une chose que ça dépend de comment le patient veut continuer à être suivi par nous pour la gestion de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, pour la dyslipidémie, je pense que chaque 3 mois la première fois, 6 mois la deuxième fois, et après, ou chaque 6 mois ou chaque année, est une bonne idée pour faire un follow-up, un bon follow-up de ces patientes. C'est mon idée. En plus, pour la tension artérielle, je recommande aux patientes de prouver à se monitorer la tension artérielle dans son domicile chaque jour, au moins pour le premier mois. Et après, avec le médecin général, entre moi et le médecin général, on prouve à régulier le dosage pharmacologique pour avoir un meilleur outcome sur la tension artérielle. Ça, c'est plus ou moins ce que je... Après, moi, ce que je voudrais bien discuter, profitant de tous ces gens qui en savent sûrement beaucoup plus que moi, c'est que toutes ces considérations qu'on est en train de faire, on est en train de parler de facteurs de risque vasculaire traditionnels et surtout, on est en train de parler de facteurs de risque traditionnels gérés dans les pays industrialisés. Alors, pour avoir été allé quelques fois là-bas à Kinshasa et avoir suivi quelques-uns de ces sujets en prévention primaire, et alors, je me suis heurtée personnellement à plusieurs problèmes. Alors, le premier problème, c'est le niveau socio-économique des gens qui, la plupart du temps, savent qu'effectivement, ils sont hypertendus, savent qu'ils ont du diabète ou du cholestérol, et n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments. Donc, ça, c'est un premier... et c'est là où devrait intervenir le législateur, comme tu disais, Sabine, parce que comme il y a par exemple des médicaments pour la tuberculose ou bien les médicaments pour le VIH qui sont fournis par le gouvernement et qui sont gratuits, est-ce que une espèce de pilule avec de l'aspirine et une statine et une modifine pourrait pas être fournie à la population à risque par le gouvernement? Ça leur évite très bien des problèmes. Autre problème auquel je me suis confrontée, par exemple, les régimes et la diète, parce que nous, on était d'accord, il faut manger des légumes, il ne faut pas manger de la viande rouge, mais bon, là, du coup, je ne sais pas comment ça peut se traduire en Afrique, parce que sincèrement, plusieurs fois, j'ai eu des sujets qui m'ont demandé, alors je dois manger quoi, mais je ne savais pas quoi leur dire, parce que je ne savais pas à quoi ils pouvaient avoir accès, qui serait bon pour la santé. Par exemple, leur foufou, je ne sais pas bien ce qu'il y a à l'intérieur et quelles sont les valeurs nutritives de ça. Autre chose, le sport, on dit qu'il faut faire du sport, mais là, ils n'arrêtent pas de faire du sport, ils marchent tout le temps. Ils arrêtent pas de marcher en long et en large avec 50 degrés, et c'est ceux qui vont pas aller palestre à faire du sport, tu vois. Donc, il faut, tu vois, c'est difficile pour nous aussi. C'est un travail qu'il faut qu'on fasse en commun. Je ne sais pas si quelqu'un veut m'aider à intervenir pour savoir comment on pourrait faire pour adapter tout ça à la population africaine. C'est ce que je voulais dire. Mais bon. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir pour m'aider. Je demande de l'aide.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Si, on t'entend, Élisée. Effectivement, professeur, c'était ça l'idéal, comme on l'a dit tantôt. On s'est révélé surtout de la première expérience qu'on a dû réaliser au CNPP lors de la première conférence. Après, sur place à Moncol, effectivement, il y a quelques jeunes médecins qui devraient vous accompagner. Et nous tous, comme on est, comme on dit, aspirants en Eurovasc, on a encore un grand travail, c'est-à-dire nous sommes nombreux à souscrire à ces projets. Donc, nous sommes prêts à vous accompagner pour que nous puissions déjà travailler dans la communauté et voir comment on va poursuivre les sensibilisations dans des coins et recoins du pays. Ça, c'est vraiment un Oui, surtout travail que nous n'avons pas lâché. Donc, nous sommes avec vous les et nous vous conseils qu'on rassurons. doit donner. Élisée, il faudrait surtout que vous nous aidiez, qu'on s'aide mutuellement à Effectivement. adapter les conseils qu'on peut donner à la réalité du lieu. Et effectivement, ça, c'était déjà réfléchi. On va voir sur terrain, je ne sais pas, la prochaine descente d'octobre, fin octobre, je ne sais pas si c'est maintenu. Et que Oui, oui. le temps qu'on aura, si on aura réalisé ça, on va voir. On peut faire une liste d'aliments qui sont voilà, pauvres en cholestérol, voir ce qui est le moins gras, moins sucré, voir les Ah oui. fibres alimentaires les plus utilisées ou les couramment utilisées dans notre communauté. Donc, tout ça, on prendra ça en compte. Donc, nous allons nous mettre pour qu'on puisse réfléchir dessus, professeur. Et ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, par exemple, tu vois, le tabac, personne ne fume pratiquement. Mais est-ce qu'ils fument autre chose? Est-ce que c'est d'autres substances, Élisée, qui pourraient représenter un risque La vasculaire? consommation de tabac, effectivement. La consommation du tabac, effectivement, avec la communauté par rapport à la communauté occidentale, c'est quand même un facteur moins fréquent chez nous. Bon, on a vu avec les populations jeunes qui commençaient à consommer une forme de produit qui retire des catalyseurs des véhicules. Et les gens, on appelle ça bombé couramment. Et les jeunes venaient généralement avec des tableaux de déficit moteur qui régressaient, des troubles cognitifs, mais régressifs, mais on n'a jamais étudié ces produits pour voir réellement dans ça, il y a quoi au juste, quels étaient les mécanismes. Donc, je pense qu'il y aurait une réaction inflammatoire, une vasoconstriction cérébrale réversible, mais pas assez d'éléments en rapport avec les taux de cholestérol, autres, le processus athéromateur, on ne saura pas trop dire. Mais le cannabis, les mécanismes déjà connus, ça aussi, ça intéresse des populations jeunes. C'est une consommation quand même fréquente, mais en tout cas, la cigarette, par rapport à la population générale, je pense que c'est moins consommé. Voilà. Ok, très bien. On va passer la parole aux docteur autres Élisée. personnes. Oui. On va passer la parole à la deuxième personne, c'est le docteur Tarsis, qui avait levé la main pour poser la question, pour intervenir sur sa question s'il a des questions. Est-ce que vous m'entendez? Très Est-ce que bien. vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ok, merci. D'abord, je commence par vous saluer tous et vous remercier de cette brillante présentation. Merci. J'aimerais seulement évoquer deux problèmes. Le problème de l'hygiène de vie qui englobe pratiquement tous les problèmes des facteurs des risques que vous avez énumérés. Et l'hygiène de vie chez nous en Afrique est liée à un problème culturel. Et c'est vraiment un obstacle, hein, parce que quand vous expliquez à quelqu'un, par exemple, qui doit dormir 8 heures par jour et il est dans des conditions de stress ou conditions exigeantes pour qui le prive le sommeil, là vous comprenez l'influence du sommeil sur la sécrétion des hormones comme les corticoïdes. Et tous ces aspects-là sont très complexes et interfèrent beaucoup au follow-up des facteurs de risque. Même si vous êtes bien outillé pour donner un counseling par rapport à tous ces facteurs de risque, on est vraiment buté à ces gens, surtout les problèmes culturels liés à certaines habitudes alimentaires et autres.
Et deuxième aspect, je vais appuyer madame qui parlait de la précarité. La précarité est un autre problème qui handicape la prévention primaire par rapport aux facteurs de risque cardiovasculaire dans les AVC. C'est un effort, il doit y avoir au niveau du gouvernement une politique générale pour mettre les gens dans des conditions où, du moins ceux qui sont exposés aux grands facteurs de risque, qu'ils soient au moins assistés par les pouvoirs publics. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est un vœu que nous formulons vers les pouvoirs publics et madame a eu raison de revenir là-dessus pour nous donner les informations sur ce qu'il a vécu sur le terrain. Mais la précarité est un élément, un handicap majeur pour les facteurs de risque cardiovasculaire. Et je voudrais qu'on insiste aussi sur le sommeil. Le sommeil, c'est un grand, j'appellerais, médicament qui évite beaucoup de pathologies que nous connaissons. Et parmi ces pathologies, ils sont listés sur la liste des facteurs de risque. Donc voilà quelques mots que j'allais dire par rapport et apporter une toute petite contribution à l'excellente présentation qui nous a été faite tout à l'heure. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à vous, c'était extrêmement pertinent et merci pour ces conseils. On essaiera donc d'introduire ces notions-là dans nos prochaines campagnes pour pouvoir, parce que on en parle, mais en cherchant dans la littérature, du moins moi, je n'ai pas trouvé, Sabine non plus, je pense, des études, des données récentes, du moins aussi, qui quantifient ces problèmes-là. Donc, du coup, ça n'aide pas. Donc, si on réussissait, nous, à apporter des données au fur et à mesure de nos missions et en bas, ça pourrait peut-être aider un petit peu. Vas-y, Jonathan. La troisième personne qui a levé la main, c'est le docteur Emmanuel Siribajoula. Emmanuel. Vous avez la parole, docteur Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour l'exposé. Nous avions suivi vraiment avec intérêt. J'ai une question à poser. Et la question concerne la calculatrice que vous avez présentée, la calculatrice de risque de maladie cardiovasculaire ou l'athérosclérose. Bien que quand je suis en train de lire quelques énoncés concernant cette calculatrice, vous avez quand même indexé que cette calculatrice inclut les données de base sur la race qui peuvent ou non fournir de meilleures estimations. Alors, ma question était de savoir, est-ce que la calculette est sur, à part en ligne, parce que je vis cette calculatrice est en ligne, est-ce qu'il y a une application qui a cette calculatrice, donc qu'on peut télécharger et installer, parce que nous connaissons tous que la connexion au Congo, c'est pas toujours stable pour en avoir au téléphone, s'il faut l'utiliser ou pas. Et est-ce que cette calculatrice tient compte de réalité de pays africains, précisément la RDC? Parce que quand je lis, on dit que ça détermine le risque sur 10 ans de maladie cardiovasculaire. Alors, est-ce que ça tient compte de notre mode de vie ou donc le mode de vie des peuples congolais, si je peux dire? Donc, la précision est très importante, mais ce qu'a dit Yann après de ma présentation est que les données qu'on a sont sur la population européenne ou américaine. Même pour nous en Europe, utiliser ces calculaires avec la race entendue comme l'entendent les Américains est une chose qui n'est pas...
il faut l'utiliser. Ça sont les instruments que nous avons maintenant pour faire ce type de calculation. Les données internationales, plusieurs de fois, sont faites sur la population américaine parce que les études les plus grandes, il y a beaucoup de fois qui sont faites sur la population américaine. Beaucoup de lignes directrices que nous utilisons sont faites pour les Américaines et développées sur la population américaine. Donc, il faut l'utiliser en savant comment on était développé. Et, pardon. Ça, c'est un peu le problème, le bias de cette calculaire, qu'on ne se réfère pas à la population mondiale, mais il faut le penser sur une population un peu plus petite, comme peut-être la population américaine. Je entends le problème de la race, que ce n'est pas, ne peut être pas appliqué pour toutes les parties du monde, mais il y a dans les calculaires, il y a toujours tous les autres facteurs de risque qu'on met dans ces calculaires on peut nous aider à estimer un risque d'AVC à 10 ans. C'est une estime, ce n'est pas une sûreté, c'est un calcul statistique, mais ce n'est pas une chose sûre. Savoir que 10% peut vouloir dire que c'est une chose un peu plus probable dans un patient qu'il va avoir un AVC en 10 ans. Ce n'est pas sûr. Peut-être que je le fais sur moi. J'ai un risque cardiovasculaire presque au 4%. Peut-être que je vais avoir un ACV demain ou la semaine prochaine. L'utilisation de ce calculaire, ce n'est pas une prévision de ce qui va passer. C'est un instrument qu'il doit utiliser pour parler avec les patients, pour laisser entendre aux patients qu'il faut modifier aucune chose, cette chose, pour réduire le risque d'avoir un ACV ou une maladie cardiovasculaire dans ce cas. C'est un peu le message de l'utilisation du calculaire. Ce n'est pas un prédicteur d'ACV, c'est un prédicteur de risque d'ACV. C'est un instrument qu'il faut utiliser pour parler avec le patient. Je l'ai dit pendant la présentation. C'est la première chose, c'est un point de partance pour une discussion, pour avoir une discussion avec le patient sur sa santé, non seulement sur le cardiovasculaire. Et une chose qu'on peut utiliser pour donner des nombres, et les nombres, beaucoup de fois, sont très utiles pour laisser entendre aux patients ce qu'il se passe, ce qu'ils sont en train de parler dans ce moment de la visite. Pour donner du poids. Pour donner oui, du poids au mot. Oui, exactement. Oui. Pour donner du poids aux Sabino, choses que je vais dire. Oui. Le docteur Emmanuel, il demandait aussi s'il y a une version qu'on peut télécharger et qu'on peut utiliser sans être obligatoirement en ligne, tu vois. Ça, je ne sais pas, mais je pourrais le chercher. J'ai téléchargé une app qui s'appelle Stroke Riskometer App. Est possible de le télécharger sur je pense, pour tous les Android. Il y a une chose qu'a développé l'Organisation mondiale des AVC comme dans l'organisation européenne d'AVC, l'ESO, l'European Stroke Organization, a aidé à développer cette application qui s'appelle Stroke Riskometer App, qui utilise presque les mêmes data qu'on a dans cette calculaire, les mêmes données qu'il y a dans cette calculaire, il donne plus ou moins le même résultat qu'on peut avoir dans un calculateur ici. Je peux l'écrire dans la chat si vous voulez, dans les demandes. Donc, je ne sais pas comment faire. Ok, très bien.
Et Jonathan, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a plus d'autres questions, mais il y a le docteur Grasse, je ne sais pas si c'est une question, mais elle veut savoir, avec le concept actuel d'une activité physique adaptée et régulière, donc une activité physique régulière 2 à 3 fois par semaine, est-ce que on peut adapter, on peut concorder cette activité physique par rapport à ce qui s'est fait dans notre population? Si on adopte ces concepts-là d'une activité physique régulière 2, 3 fois la semaine pendant une durée de 2, 3 mois, est-ce que on peut l'adopter par rapport à ce qui se fait actuellement? Est-ce que tu peux répéter la dernière part? Je ne sais pas, je n'ai Mais- pas entendu, pardonne-moi. Non, par rapport au concept d'une activité physique régulière, est-ce que c'est adaptable par rapport à à notre population actuelle, surtout la population africaine, une activité régulière 2, 3 fois la semaine, 30, 40 minutes? Comment est-ce qu'on peut adapter ces concepts-là par rapport à notre population? Oui, comme a dit Yann, je pense, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai jamais été en Afrique, donc je ne sais pas très bien quelle peut être la routine quotidienne d'une personne normale qui vit en République démocratique du Congo. Je pense que vous utilisez la voiture ou autre beaucoup moins de ce que nous faisons ici en Europe, que c'est ridicule, aucune fois. Donc, on était parlant avant avec Anne, on a trouvé, quand on a fait les Doppler carotidiennes en Kinshasa, il n'y avait pas beaucoup de personnes avec des plaques carotidiennes. Je pense que la majeure activité physique que vous faites dans votre normale journée est pour elle-même un facteur protectif des AVC. Il peut avoir, je pense qu'il y aura aussi en Afrique, en Kinshasa, des personnes qui font un travail sédentaire. Et sur ce type de personnes que, je ne sais pas, ils peuvent marcher chez la fermata dell'autobus, non mi viene in mente. L'arrêt de l'autobus. Oui, la gare de l'autobus, prendre l'autobus, aller au travail, rester 8 heures sans marcher dans ce travail et retourner à la maison. Et sur cette personne qu'il faut faire une intervention sur l'activité physique. Une personne qui travaille comme fait un travail physique, peut marcher longuement pour arriver à son place de travail. Il y a moins de nécessité de faire ce discours sur l'activité physique. Le message que je veux vous donner est que la prévention primaire ne peut être pas une chose qu'on peut utiliser pour chaque patiente. Tous les points que j'ai dit pour chaque patiente. Il faut faire un travail de prévention primaire différent pour chaque patiente. Il faut connaître le patient, savoir ce qu'il fait pendant une journée, ce qu'ils peuvent faire pendant une journée et indiriser de quelque manière ton travail médical de counseling aux patientes non, Anna aiutami, non cioè non dall'alto verso il basso, ma insieme avec le patient, pas personnalisé, il doit être et adapté en personnalisé. fonction de ce que dit le malade, de ses possibilités. C'est pas la peine de lui demander des choses qu'il ne pourra pas faire, donc ça sera parce que ça va être complètement inutile. Donc Oui, que ce soit parce un que vrai le patient dialogue. ne me va pas écouter, ne le va pas faire. Si, voilà. Il va dire oui, oui, et puis après oui, il oui, fera. Voilà.
Et Alors continuer à faire ce qu'il le... propose, le docteur Agostino, c'est donc plus un dialogue entre le malade et, enfin, le sujet, c'est pas des malades, et le médecin. Et là où nous, on sait ce qu'ils doivent faire, les résultats qu'on doit obtenir, et eux nous expliquent leur style de vie, leurs possibilités économiques aussi, de façon à adapter les conseils à leur réalité. Voilà, c'est ça que tu voulais dire, non, Sur Sabine? ça, il y a des patientes qui fument. Ils ont fumé pour 20, 30 ans. Je le peux dire, terminer de fumer combien de fois vous voulez, mais ils ne vont pas terminer de fumer. Donc, ça, ce n'est pas une chose dans laquelle on peut travailler pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. C'est inutile. Il faut trouver autre route pour arriver presque à la même destination avec ces patientes. Il faut parler avec le patient, lui demander ce qu'il fait pendant une journée, le travail, où ils vivent, beaucoup de choses qu'on peut nous aider à aider les patients. Il faut être vraiment personnalisé ce travail. Peut-être pas, ce sont les lignes directrices, tu dois faire ça, parce que le patient ne va pas écouter, ne le va pas faire. Il faut faire un travail personnalisé sur chaque patient. Et en ricollegandomi, il y a sur l'activité physique, ça c'est la chose que je peux dire. D'accord. Ce n'est pas une chose de population, c'est une chose de patiente. Personnalisé, individuel. Individuel, oui. Merci. On a fini, Jonathan, les questions? Il y a plus de questions. D'accord. Alors, je vais peut-être essayer de conclure. Alors, du coup, s'il n'y a plus de questions, en vous remerciant comme d'habitude d'avoir assisté, d'avoir participé activement à ce séminaire. Le prochain séminaire, Valéria, tu dois nous dire quand c'est la fin du mois et ça va être le dernier parce que le mois d'août c'est terminé. Valéria. 30 juillet. Aspetta. Il prossimo seminario sarà... En français, Valéria, s'il te plaît. Le prochain séminaire è 31 luglio. Le 31 juillet et ça va être... Neuroimagerie. Les scanners et les IRM, c'est le docteur Francesco Biraschi qui va le proposer et qui lui aussi parle très bien français. Donc le séminaire sera en français, il ne va pas être sous-titré. Je sais que c'est pas pratique pour tout le monde de suivre les sous-titres. On le fait quand on est vraiment obligé, mais il n'est pas non plus facile de trouver des interlocuteurs compétents, des intervenants compétents et qui sachent en plus le français. Donc voilà, nous on fait de notre mieux et quand on peut pas, malheureusement, on doit recourir après aux sous-titres en français. Mais là, on a de la chance. Donc, à la fin du mois, le docteur Francesco Biraschi, qui est un neuroradiologue interventionnel, et qui devrait participer aussi à la prochaine mission à Kinshasa, fera un cours sur les scanners et les IRM. Et je ne sais pas si tu auras aussi le temps de parler des angiographies dans le cadre des AVC. Et puis aussi en ce qui concerne justement les facteurs de risque et les particularités des AVC en Afrique au mois de septembre, nous aurons un séminaire tenu par le docteur Élisée, qui est actuellement à Paris. Et donc, du coup, on reparlera de facteurs de risque, mais disons de façon... tout ce qu'on sait en plus, peut-être, Élisée, non, les particularités en Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On a terminé. Jonathan, tu me confirmes les questions? Personne ne lève la main. Oui, on a terminé. On a terminé. Il y a une dernière question, mais je pense que c'était déjà répondu. Il y a Victor Ntouma là qui veut savoir si, pour les patients sans activité physique, si la marche est importante, il faudrait combien de pas par jour? Il y a toujours la chose de 10 000 passes par jour, mais je n'ai pas trouvé des données précises sur cette chose. Peut-être 10 000 passes, mais peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles 10 000 passes sont suffisantes. Il y a des personnes qui ne veulent jamais faire 10 000 passes pour qu'ils peuvent avoir des autres problèmes de santé. Donc, les 10 000 passes peut être objectif qu'on a, mais pour ne me répéter pas,
il faut adapter la chose aux patients. S'il y a une personne majeure de 75 ans qui ne va pas marcher pour 10 000 passes par jour, mais s'il peut faire 5 000 passes, 6 000 passes, ça va être déjà une chose utile pour aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. On ne peut pas être trop rigide dans cet paramètre. Il faut l'adapter de quelque manière. Il faut conseiller les patients que faire quelque chose est déjà mieux que ne faire pas rien. Parce qu'il y a des personnes que si tu leur dis tu dois faire 10 000 passes, ils le peuvent faire un jour, 2 jours, le troisième jour, ils ne vont pas faire 1000 passes, 2000 passes. Mais si tu les demandes, les dis, on commence en faisant 15 minutes, 20 minutes de marche, c'est une chose qu'ils peuvent faire chaque jour. Et pour là, il y a un point de lequel on peut partir pour améliorer et faire plus d'activité physique en futur. C'est un peu l'idée. D'accord. Sinon, je voulais rappeler aussi, parce que je vois qu'il y a eu une question sur ça, que tous les séminaires sont enregistrés, sont disponibles sur le site de ISA. L'enregistrement du séminaire, hein, donc aussi les questions et les réponses. Et sinon, plusieurs personnes nous l'ont demandé, donc on va demander les autorisations des intervenants qui ont préparé les diapositives, mais on devrait pouvoir vous envoyer aussi directement les diapositives en PowerPoint par mail, toujours par l'intermédiaire de Jonathan. Donc, je crois qu'on a terminé là. Une dernière question, Anne. Il y a Dr Loris Boula qui veut connaître le nombre de verres de bière, s'il s'agit d'une bière brune ou une bière légère qu'on peut boire dans le cadre de la prévention primaire, ou soit doit-on exclure la bière brune automatiquement, ou qu'est-ce que vous pensez du whisky? On doit aussi associer le whisky par rapport à nos habitudes alimentaires. Donc, il y a un verre d'alcool, sont au moins 10 grammes d'alcool par jour. Les 10 grammes d'alcool par jour équivalent à un ballon de vin de 10 centilitres, un verre de whisky de 2,5 centilitres ou une bière de 30 centilitres. Ça, c'est les verres pour jour qu'on peut faire. Entre la bière brune et la bière légère, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je pense qu'à moins c'est la même chose. C'est la même chose. S'il y a un contenu en alcool supérieur dans la bière brune, donc il faut parler de bières de 10 degrés d'alcool. En rapportant une bière de 5 degrés d'alcool, il faut consommer la moitié de la quantité. C'est la chose que je peux dire. Et les whisky de 40 degrés, 42 degrés. 40 degrés, 42 degrés pour le whisky, il y a le shot, 2,5 centilitres. C'est la même chose que boire une bière de 1 demi-litre. Pour unité alcoolique par jour que chaque personne pourrait consommer pendant une journée. Merci bien pour ces détails. Merci encore. Alors, Sabine, tu crois qu'on a terminé, Jonathan? Il y a des gens qui demandent? Il n'y a plus personne. On a terminé. Ok, il y a très plus bien. de questions. Alors donc on vous donne rendez-vous le 30 juillet pour le 30, non? Ouais, le 30 juillet pour un séminaire de neuroradiologie. Et ça sera le dernier avant le mois de septembre. Merci à tous. Merci surtout à Sabine Merci qui a fait à tout cette le belle monde présentation, qui a pour répondu à l'attention. toutes les questions. Et merci à Valéria qui organise toujours ces séminaires. Au revoir à tous. Au revoir Jonathan. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.
Oficialíssimos.